S'il vous plaît, encouragez bien fort. Nina! Madame, monsieur les jurys, cher auditoire. Des masques. Nous sommes des masques. La société est un bal masqué où chacun se cache derrière son personnage. Les humains authentiques sont en voie d'extinction. Mais à votre avis, tromper, est-ce enlever son masque ou en porter un? Ce soir, pour répondre à la question « A-t-on le droit de tromper, de se tromper ?», il me semble primordial qu'on se demande pourquoi trompe-t-on. Mais puisque cela risque d'être un tant soit peu gênant pour vous, nous nous demanderons pourquoi je trompe. Ce qui était inévitable sur ce sujet, c'était d'allier le droit et la tromperie et donc de tomber sur le mariage. Dans le mariage, nous n'avons pas le droit de tromper. Mais alors, pourquoi je trompe ma moitié, au risque de perdre la moitié de ma moitié? Pourquoi je suis infidèle? Je sais que vous n'êtes pas étonnés, mais je tiens à bouleverser ce regard moratoire que vous avez sur moi, comme si la tromperie était quelque chose de sale. Pourquoi je trompe? Pour m'enrichir, je vous répondrai. Je vous l'ai seulement dit, pour m'enrichir. Pour m'enrichir de quoi? D'expérience sexuelle. Mais pensez-vous que la tromperie se limite uniquement à cela? C'est bien réducteur. Si je tromper ma femme dans cette société, ce n'est en réalité que réussir à se défaire de mon masque. C'est tisser un lien avec une autre personne dans une intimité qui me permet de respirer, d'être authentique, d'être moi. Par ailleurs, je ne trompe pas ma femme avec une maîtresse. J'en ai plusieurs. Pourquoi est-ce qu'une seule femme ne m'a-t-il pas suffi? J'aimerais vous répondre que leur diversité est la plus belle chose. Ne dit-on pas que la planète Terre est la plus belle des planètes, car elle offre une multitude de paysages? Mais vous savez quoi? Mes maîtresses, je leur suis fidèle. Je suis fidèle à mon authenticité. Je suis fidèle à ces moments précieux qui me permettent de respirer, d'être moi, de me défaire de ce lourd masque. Et puis, chers camarades, tromper dans le mariage. Tromper dans le mariage, oui, je pense que ça devrait être un droit, le droit de vivre son authenticité. Et puis, tromper après tout, que ça soit enlever un masque ou en prendre un à présent, c'est éphémère. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde dans certains temps, mais il est impossible de tromper tout le monde tout le temps. Si on trompe, si on décide de prendre un masque, alors, on risque en permanence d'être démasqué. On se risque à être démasqué, à devoir assumer. Mais n'y a-t-il pas plus beau moment que celui où on est obligé d'assumer les choses? Il n'y a qu'à regarder le dernier épisode de Koh-Lanta. Vous n'avez pas vu Théoura? Théoura a succombé à la tentation, à cette papaye. Cette papaye. Mais est-ce que le moment de ses aveux n'est-il pas en réalité le meilleur moment, le moment où on s'aperçoit qu'il est libéré, authentique, soi? Et puis, vous savez ce que vous vous dites. Ces pauvres personnes trompées, manipulées par l'usage d'artifices, vous n'avez pas honte de tromper quelqu'un? Mais posez-vous cette question avant. Savez-vous qui vous trompez tous les jours au quotidien? Vous trompez vous-même. Vous vous manipulez vous-même. Se tromper, c'est protéger. La mauvaise foi, en réalité, ce n'est qu'un bouclier. Nous avons peur de l'échec. Cette société nous oppresse avec la réussite, ce terme. Mais donc, la mauvaise foi, en fait, on préfère avoir raison même si on sait qu'on a tort. Et pourquoi? Parce qu'on est effrayé de ne pas avoir raison. On est effrayé. Alors, on utilise cette arme, oui, ce dédoublement de notre conscience pour se protéger, s'illusionner. Oui, parce qu'on se trompe soi-même également pour s'illusionner, pour rêver. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Cela ne vous dit rien. Vous ne avez jamais remarqué qu'en fait, en prononçant ces paroles, en lisant ces livres à vos enfants, c'est vous que vous illusionnez, c'est vous-même. Car vous avez envie de vous échapper, ne serait-ce qu'un instant, vous faire rêver, vous illusionner, vous tromper. Est-ce que vous
Vous n'êtes pas le plus heureux lors de ces moments de vous permettre de vous échapper en vous trompant? Alors oui, se tromper soi-même, c'est vital. Ça nous permet de nous échapper de cette réalité. Mais se tromper, c'est également faire des erreurs, apprendre à grandir, tendre vers la sagesse. Alors oui, tromper en se défaisant de son masque ou tromper en prenant un masque, ça devrait être un droit. Et finalement, tromper, n'est-ce pas l'essence de l'éloquence dont vous êtes à l'affût chez nous ce soir, cher jury? Si tromper était interdit, serions-nous alors en train de commettre un délit? Applaudissements pour Jonathan, s'il vous plaît. Matt, Dallas et Daisy sont trois Américains ayant une situation un peu particulière. Ils sont en couple. Oui, vous avez bien entendu, un couple. Une union de trois personnes. Mariés depuis peu, ils habitent dans une chouette maisonnette en banlieue de Baltimore, dans le Maryland. L'amour à trois, cher public, chers membres du jury, c'est justement mon sujet de ce soir. Est-ce plus propre lorsque l'on fait ménage à trois? Pour commencer, le triolisme de nos amis américains est-il plus hygiénique? D'un point de vue de propreté, c'est gagné. Un homme, deux femmes, le patriarcat sort grand vainqueur de ce trouble. Et voici qu'on imaginait M. Matt se retrouvant à faire le minimum de tâches ménagères, sans besoin d'employer une femme de ménage supplémentaire. Sur le papier, c'est beau. Oui, c'est beau. Mais ça n'existe pas. Et pour cause. Matt fait tout. Lavage, repassage, balayage, pliage, essorage. Et voilà qu'en un éclair, son nouveau ménage devient, pour notre ami, une véritable cage. Ces femmes travaillent presque toute la journée, lui laissant seule à la maison un moment pour se ménager. Mais c'est de court instant, c'est de courte durée. À peine sont-elles de retour au bercail qu'une inspection générale surprise fait de nouveau remue-ménage. Pour notre pauvre Matt, on peut dire que sa situation est un échec. Excusez-moi. Utilisé, tel un vulgaire pion par ces deux femmes qui l'élèvent en reine et qui ont, peut-être, sans le vouloir, transformé cet ancien roi en fou. Pourtant, avant que Dallas n'arrive dans sa vie, tout était plus simple. Avec Daisy, c'était un couple sympa, branché, un appartement branché, des brunchs branchés, un boulot branché, mais une vie sexuelle débranchée. Et oui, après plus de 3 ans ensemble, l'ennui s'installe, la routine s'installe. Et une vie fade, monotone, guette jour après jour le couple. Pour sauver son couple, Matt doit prendre une décision. Et vite! Dans le plus grand secret, le voilà qui télécharge des applications de rencontre. Un beau jour, après un énième swipe à droite, il a enfin trouvé une pièce unique, une perle rare, le trésor du capitaine. Un thon. Un thon, certes, mais aux formes généreuses. Un thon qui porte le nom de Dallas. Souvenez-vous-en. Juste une nuit, se dit-il. Il ne faudrait pas que Daisy en tombe amoureuse. Son objectif est simple. Une nuit de fantasmes, de plaisir inavoué, de violence et de saleté. Ravalant son amour-propre, Matt envoie le premier message, lui expliquant noir sur blanc sa situation et essayant, tant bien que mal, d'engager le contact, de la connaître, malgré l'écran. Elle comprend rapidement Matt, son envie de vivre quelque chose de spécial, de s'évader ne serait-ce qu'un instant, en mélangeant chaleur, sueur et parfum en plusieurs corps nus, accordés tel un orchestre à la même mélodie jusqu'au bout de la nuit. Bref, rien de très hygiénique, vous en conviendrez. Sans hésiter, elle accepte. Problème, Matt doit maintenant vendre son nouveau projet à Daisy. Comment faire? Après quelques jours de réflexion,
C'est tout bon. Il a tous ses arguments pour présenter son nouveau projet d'une troisième personne dans la couche du couple. Tu sais, ma chérie, comme dit le dicton, plus on a de trous, de fous, plus on rit. Daisy, convaincue, la première nuit arrive. Le D-Day, 22h30, Dallas est prête, paraît de sa plus belle lingerie. L'alchimie est immédiate. Comme vous vous en doutez, la propreté n'est pas au rendez-vous. Des heures durant, les ébats seront bruts, intenses, que dis-je, orgasmiques. Mais sans Matt. En effet, pendant que sa fiancée trouve enfin le point G, avec une autre, il est laissé sur la touche. Le voilà qui relativise. Ce n'est que pour une nuit, se dit-il. Que nenni! Une semaine plus tard, à cause d'un lobbying que l'on qualifierait d'agressif, il cède et l'expérience sera renouvelée de nombreuses fois. Doucement mais sûrement, notre ami Matt se retrouve à un poste de spectateur. En d'autres termes, il mate. Mais alors, quelle leçon à retenir de cette histoire? L'amour à trois n'est pas forcément plus propre ou plus sale. Il est tout simplement, selon moi, impossible. Sartre disait, l'amour, c'est le désir de s'approprier l'autre comme un être libre. Mais comment s'approprier l'autre quand on est trois? On dit bien, excusez-moi, même libre, même à plusieurs, on a besoin de s'unir avec cette personne spéciale. C'est la définition du couple. Le couple, c'est une entité sociale. C'est une seule et même personne, mais à deux. On dit bien on quand on parle d'un couple, parce que nous ne faisons qu'un. À trois, l'union est différente. Matt en est un bon exemple. Il veut évidemment la liberté pour ces deux femmes qu'il aime, mais se retrouve à la fois enfermé et hors de sa propre relation, mis à l'écart par ce duo dans le trio. Le comble. La vie de couple n'est-elle déjà pas assez difficile comme ça? Pourquoi vouloir la compliquer en rajoutant une troisième pièce au puzzle? Pour ma part, et je finirai là-dessus, j'aimerais vous donner un conseil, cher public. Propre ou sale, que vous fassiez l'amour ou le ménage, à deux ou à trois, quand vous le faites, faites-le bien. Merci. S'il vous plaît, faites du bruit pour Heyman! Bonsoir. Alors, contrairement à ce que l'on attend de moi, je ne vous remercierai pas d'être là ce soir, car je ne vous aime pas. Et si j'étais à votre place, ce que je ne souhaite pas, car j'insiste, je ne vous aime pas, eh bien je ne serais pas venu. Sérieusement, se déplacer, voir un gamin qui, sous prétexte qu'il a mis un costume, acheté la veille, et ce, sans même prendre la peine d'en retirer l'étiquette, se pense légitime à tenir une scène. Comprenez que je m'en passerai volontiers. Mais revenons à vous. Vous pour qui tout est si facile. Voilà pourquoi je ne vous aime pas. Je suis là, je vous regarde, j'ai l'impression que tout est toujours plus simple pour vous. Vous êtes tous plus beaux que moi, surtout les jurés. Vous avez l'air plus riches que moi, mieux accompagnés que moi. Vous êtes tous venus en famille ou entre amis et je dois bien l'avouer, vous faites vraiment plaisir à regarder. Alors que moi, comme à mon habitude, je n'ai que ma solitude. Et justement, pendant l'une des très nombreuses soirées où j'étais seul, je me perdais sur Internet et tombais sur une phrase. L'enfer, c'est les autres. Alors là, oui, voilà enfin une personne avec laquelle je suis d'accord. Les autres, l'enfer, c'est les autres. Tout est de leur faute. Je veux le rencontrer, le connaître, lire toutes ces phrases. Jean-Paul Sartre. Toutes ses œuvres, je veux les connaître. Tout de suite alors, une fois que j'ai rencontré ce génie, parce qu'il faut bien être un génie pour dire de telles choses, j'avoue que ce n'était pas exactement l'idée que je m'en étais faite. Mais voilà ce que j'ai bien voulu retenir.
L'autre est toujours un rappel de ma propre existence. En effet, si j'étais seul sur une île, sans personne pour me voir, personne pour m'entendre, je n'aurais peut-être jamais su que j'existais. Et quand je pense, excusez-moi, vous qui me rappelez, excusez-moi. Et en effet, je n'aurais peut-être jamais su que j'existais. Et en réalité, la première fois que je me suis vu, c'était dans vos yeux. Et je n'existais qu'à partir de là. Alors, comment voulez-vous que je vous aime, vous qui me rappelez sans cesse que j'existe et que je me déteste? Et ce soir encore, je les vois. Tous ces regards qui me mangent et qui me jugent. Ce soir encore, je suis en enfer, prisonnier de tous ces yeux qui me rappellent que je ne suis rien. Et quand je pense à ce que vous êtes en train de voir maintenant, je vous déteste encore plus. Car vous me voyez. Vous voyez cette personne qui s'ennuie, qui attend que le temps passe, qui attend que tout passe, qui n'attend plus rien de la vie. Vous voyez cette personne qui se sent dispensable, invisible, conscient qu'elle ne vaut rien, que le monde continuera de tourner sans elle. Et vous savez, le regard des autres m'a toujours terrifié. Lorsque l'on me regarde, j'ai l'habitude de baisser le regard. Lorsque l'on me regarde, j'ai l'impression que l'on ne voit que mon nez. Lorsque je me regarde dans vos yeux, eh bien, je n'y vois rien de beau. Et je vous le demande, monsieur, vous aimeriez-vous avec un visage comme le mien? Je vous le demande, monsieur, vous aimeriez-vous avec un corps comme le mien? Mais suis-je réellement laid? Certainement, mais là n'est pas le plus important. Suis-je réellement bon à rien? N'ai-je jamais réalisé la moindre bonne chose? Pourtant, je suis là aujourd'hui. J'ai réussi à être diplômé, et ce à plusieurs reprises. J'ai même été major de ma promotion. Moi, l'éternel dernier, j'avais réussi à m'élever au rang de premier. Et ce n'est pas tout. J'ai parfois mis un sourire sur des visages tristes. J'ai parfois su regarder, écouter des gens qui n'avaient jamais été vus ou entendus. J'ai parfois donné du pain à ceux qui avaient faim, parfois donné du feu à ceux qui avaient froid. En somme, j'en ai fait de belles choses. Alors je crois que j'ai de bonnes raisons de m'aimer. Et si je commençais à le faire, eh bien, j'imagine que je n'aurais plus de raison de vous haïr, plus de raison de fuir vos regards, vos si beaux regards. Et vous voyez, ça ne fait pas 30 secondes que je pense à m'aimer, que j'apprécie déjà ces yeux qui m'ont tant terrorisé par le passé. Parce que je sais ce que vous voyez maintenant. Vous voyez ce jeune homme souriant, ce jeune homme qui se sent beau, ce jeune homme qui trouve finalement que ce costume ne lui va pas si mal, ce jeune homme qui s'aime enfin, qui vous aime enfin, parce qu'il n'a plus peur d'être vu. Et vous voyez, ça se répand. Alors si moi, avec tous mes défauts, j'ai réussi à m'aimer, je vous en prie, aimez-vous. Et vous verrez que vous apprendrez à aimer le monde, à apprécier les autres, car vous ne serez plus dépendant de l'attention qu'ils daignent vous accorder, de l'amour qu'ils acceptent de vous porter. Et alors, cette soirée en est la preuve, vous en avez été les témoins. Il faut s'aimer avant d'aimer les autres, il faut s'aimer pour aimer les autres. Merci. Ce candidat, c'est Élie. Accueillez-le chaleureusement. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, aujourd'hui, nous parlons d'amour. L'amour va rythmer votre soirée, votre humeur va rimer avec sourire. Est-ce raisonnable de vouloir la rose sans l'épine? Interrogation qui provient de la célèbre métaphore « il n'y a pas de rose sans épine », qui nous rappelle qu'il n'y a pas de plaisir sans chagrin, pas de joie sans peine, pas de réussite sans travail, et adapté à notre thème, pas d'amour sans problème. Tout
D'abord, être raisonnable en amour, c'est fou. Que vient faire cette folie qui est l'amour dans un terme si sage et si sensé? La raison n'a pas lieu d'être. L'amour pourquoi d'ailleurs? L'amour pour vos proches, votre sport, vos passions, tant de sujets contraires à la raison. Et puis, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Dans notre interrogation, nous évoquons la rose. Que signifie-t-elle? Signifie-t-elle l'amour, la femme, le Parti socialiste, je ne sais pas? La rose est généralement un symbole féminin. Nous avons d'elle une image belle, colorée, parfumée, douce. Elles en veulent toutes. C'est un prénom de femme, Rose aussi. D'ailleurs, laissez-moi vous la présenter. Laissez-moi vous raconter son histoire. Rose est la fille de Rosier. Charles est son admirateur. Rose est la plus belle femme du jardin. Caractérisée par sa somptueuse coiffure qu'on appelle pétale, elle est régulièrement sur la défensive, très piquante. Son caractère, qualifié d'épineux, grande comme une tige. Les habitants du jardin n'essayent pas de lui monter dessus. Elle ne fait aucune fleur. Comme je vous l'ai dit, Charles était un admirateur de Rose. Il la voulait, il l'a eue, il l'aime, il s'aime, ce sont les débuts. Mais Charles le sait, Rose a une épine, son caractère. Son caractère est insupportable, il est détestable. Il devrait le faire fuir, mais Charles est piqué. Charles est piqué d'amour par Rose, au point de ne pas sentir son épine. Les deux jeunes amoureux, Charles et Rose, voient la vie en rose. Ils sont dans la fleur de l'âge du premier amour. Charles n'hésite pas à compter fleurettes à sa douce Rose. Alors que sur l'échelle du romantisme, ils sont au ras des pâquerettes. Cependant, au fil du temps, après quelques semaines, ça ne sent plus la rose. Charles ne supporte pas l'épine de Rose. Son caractère est devenu exécrable. Ils deviennent à fleur de peau. Lorsqu'ils se lancent des piques, ils deviennent rouges comme des pivoines. Et puis c'est la fin. Charles et Rose sont fanés. Leur dernière dispute, toujours à cause du caractère de Rose, était la goutte. Oui, la goutte qui a fait déborder le vase. Après vous avoir raconté cette histoire à l'eau de rose, j'aimerais ajouter que Charles a bien fait. Oui, il a bien fait. Oui, c'était raisonnable. Oui, c'était raisonnable de vouloir la rose sans l'épine. Alors certes, ce n'était pas possible, mais il a eu raison de le faire. En quoi ne serait-ce pas raisonnable de vouloir la rose sans l'épine? En quoi ne serait-ce pas raisonnable de vouloir rencontrer l'amour sans croiser les problèmes? Avoir l'amour sans conflit, c'est se retirer une épine du pied. Et vous qui me regardez, n'êtes-vous pas opportuniste? Si vous aviez l'occasion de posséder la belle et tendre rose, sans pour autant devoir vous confronter à son épine, ne sauteriez-vous pas sur l'occasion? Des proverbes, des chansons, des citations synonymes à « il n'y a pas de rose sans épine », il en existe des centaines, des milliers. N'est-ce pas triste que d'entendre que si pas d'épine, pas de rose? N'est-ce pas pessimiste que de se dire, n'est-ce pas pessimiste que d'entendre et de subir ces morales moroses? L'épine dorsale du sujet est la raison. Comme nous l'avons stipulé en amont, en amour, il n'y a pas de raison, seulement des actes insensés. Alors oui, allez-y, allez cueillir votre rose et qui sait, peut-être elle sera sans épines. J'aimerais terminer sur un conseil que j'ai à donner à Charles, qui, depuis sa rupture avec Rose, est très triste. Charles, mon ami, Charles Baudelaire, maintenant tu le sais, les roses sont les fleurs du mal. Je vous remercie. S'il vous plaît, des grands applaudissements pour Noémie! Mesdames, Messieurs les jurés, chers auditoires, chers téléspectateurs, bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Amour, Gloire et Beauté,
où tous les sujets d'amour sont discutés. Non. Plus sérieusement, jamais je n'aurais pensé me tenir devant un amphithéâtre et encore moins prononcer un discours qui est si proche de moi, ma psychologie, ma façon de penser et d'aimer. J'emploie l'adjectif possessif de la première personne, mais je sais que ce sujet est universel et que vous comprenez ce que je dis. Les questions que je me pose sont en fait le simple prolongement des vôtres. L'amour, fascinant à première vue, mais déstabilisant quand il se retrouve à flirter avec la passion. Les mots amour et passion forment un même champ lexical, celui d'une idylle idéalisée, mais également se transforment en oxymore, où le torturé s'oppose à l'amoureux. L'amour-passion est donc une antithèse, mais il se complète si bien. Il s'agit donc de comprendre si la passion est indispensable à l'amour. Indispensable. Est-ce pensable de se lier sentimentalement, sans que notre esprit tout entier soit accaparé, sans une addiction au corps de l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Sans une exaltation de nos émotions, est-ce possible? J'ai 18 ans, ou 6807 jours, si cela peut me donner plus de crédibilité, croyez-moi, tous les moyens sont bons. Et j'ai eu l'expérience de cet amour enflammé, cette passion inévitable, comme beaucoup d'entre vous. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, ou plutôt inquiétez-vous parce que vous y passerez aussi un jour. Je peux dire honnêtement que c'était la plus grande douleur de ma vie, d'être emprisonnée dans cette cage d'intensité amoureuse et de vivre des montagnes russes à chaque instant, mais c'était également les vibrations de joie les plus puissantes que je n'avais jamais ressenties. Et n'en déplaise aux plus de 40 ans, qui estiment que lorsqu'on est jeune, on ne sait rien, c'est faux. Je sais que mon expérience était réelle et je sais que la vôtre également, chers étudiants. Je vous crois quand vous me dites que vous ne pourrez jamais l'oublier, que vous serez prêt à vous jeter sous un train pour l'être aimé, ou même à sécher 2 ou 3 cours. La passion découle de ça, ces actions impulsives, irraisonnables et courageuses. 2 âmes quittent le terre-à-terre pour enfin se retrouver cœur à cœur. Mais je peux comprendre les sages qui nous conseillent, qui veulent nous protéger d'un amour toxique et malsain, et qui donc nous réconfortent en nous disant que le vrai amour, lui, est mythique et serein. Ils défendent le contrôle, la stabilité et la complicité. À bas le carpe diem, le risque et la dépendance affective. Et d'ailleurs, ils ont sûrement raison. Seulement voilà, l'amour et la rationalité n'ont rien à voir. Nul n'envie pour moi de vous replonger dans vos cours de philo, comme a pu faire Élie. Pascal disait que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Peut-on aimer sans que notre cœur palpite, sans que le regard de l'autre nous mette en émoi, sans d'occasion de devenir vulnérable? Nietzsche disait qu'il est plus facile de renoncer à une passion que de la maîtriser. Promis, je n'ai pas trouvé cette citation sur Pinterest. Mais rappelez-vous, les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. D'ailleurs, petit aparté, les philosophes n'avaient pas pour objectif de finir sur des fonds d'écran couchés de soleil. Chère audience, ces ardeurs passionnelles sont un état de grâce. C'est un combat qui en vaut la peine. L'amour est un jeu impitoyable qui bouleverse à jamais nos destinées. C'est un âge d'or des sentiments bons, profonds et authentiques. De nombreux auteurs ont écrit sur les mots de cœur. Baudelaire a offert des poèmes en fleurs sans en avoir l'air, alors que lui, Flaubert, juge vital de recevoir une éducation sentimentale. Hier, j'ai pris ma plume, j'ai laissé l'articulation de mes pensées se délier à mon tour. Aujourd'hui, je prends mon courage à 2 mains et le micro, en espérant que ce poème que j'ai écrit vous fasse écho. Cette réponse est la mienne, et elle est destinée à tous les passionnés qui m'écoutent. Sûr de ses appâts, il fougue et ne laisse place au doute. Renversant, stoïque, brûlant, il devient naissance de mes véhémences. Arrachant mes certitudes et m'enveloppant d'automne à août, où domination, pleurs et douleurs me deviennent accoutumance. Sa beauté réside dans l'agilité qu'il a à glisser de mes mains. Chacune de nos rencontres sonne comme un au revoir,
à son enthousiasme espiègle de se soucier des lendemains, mais la caresse de sa voix me berce dans un tout nouvel espoir. Euphorisme sensoriel et voyage sur le spectre des émotions, cette dévotion personnifie ce qu'est le mot passion. Le calme du lac ne peut rivaliser au rapide du fleuve. Vivre un amour passionnel, telle en est l'épreuve. Merci. S'il vous plaît, accueillez Lara. Ce soir, j'aimerais remercier les artistes. Les artistes qui m'ont soutenue, épaulée, consolée, mais surtout soignée au cours de mon premier chagrin d'amour. Qui a déjà été amoureux dans cette salle? Qui a déjà éprouvé le sentiment le plus puissant qu'il puisse exister? Eh bien moi, je fais partie de ces personnes qui ont aimé du plus profond de leur cœur, qui ont tout donné, à s'en oublier. Comme l'a émis Victor Hugo, il y a ceux que l'on croise, ceux que l'on connaît à peine, qui nous accordent une minute, une demi-heure, et changent le cours de votre vie. L'amour passion, l'amour amitié, l'amour profond, tant de sentiments que nous explorons. Et comme Laurie, on a tous besoin d'amour. Des bisous, des câlins, on en veut tous les jours. Et c'est un matin pluvieux que j'ai rencontré la personne qui a changé ma vie, qui l'a ensoleillée. Il suffit d'une rencontre pour faire basculer toute une vie. Je ne l'aime pas pour ce qu'il m'apporte, je l'aime aussi parce qu'avec lui, je deviens quelqu'un de meilleur. Et puis, à partir du moment où sa bouche se pose sur la nôtre, nous devenons aveugles, sourds et muets, complètement dépendants de l'être aimé. Le temps passe, les sentiments grandissent, les preuves d'amour explosent, mais la routine s'installe et le doute fuse. Il y a des coups de foudre qui font des bleus au cœur. Les absences, les retards, les tromperies, les mensonges amènent à la perte de confiance, à la peine, au chagrin. Mais Angèle nous l'a dit, c'est la loi de Murphy. Au plus tu as peur de quelque chose, au plus cette chose a de chances de se produire. Et puis, notre tendre aimé cherche à nous consoler, nous culpabiliser, nous persuader. Mais tu es folle, c'est toi que j'aime. On a tout vécu ensemble, tout devient féerique et magique quand je suis à tes côtés. Le monde devient merveilleux et lumineux lorsque je suis avec toi. Sans toi, il n'y a pas d'amour. Sans toi, je n'existe pas. Pardonne-moi. Les mots, la meilleure arme de réconfort. Alors, nous pardonnons. C'était donc moi le problème. Je me faisais des idées. J'avais tort. Si tu l'aimes, bats-toi. Ne dis pas que ça ne vaut pas la peine. L'amour en vaut toujours la peine. Nous faisons le choix de refaire confiance. Parce que Nekfeu nous l'a dit. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, mais c'est lui que je veux. Blaise Pascal avait donc bon sens. N'est-ce pas, Noémie? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et puis, un jour, il nous redit les mots auxquels nous ne croyons plus. Nous reconnaissons notre bonheur au bruit qu'il fait en partant. Nous apprenons à nous passer de celui qui se passe déjà de nous depuis tant de temps. L'amour, c'est le sentiment le plus puissant du monde. Néanmoins, je pense que nous pouvons tous témoigner aujourd'hui de la souffrance que cette belle émotion peut nous infliger. Mes chers compatriotes, l'amour est destructeur. Rien ne soigne l'amour, rien ne soigne un cœur détruit par ce lourd sentiment aussi beau que dévastateur, excepté les mots. Alors, oui, cher auditoire, cher jury, mon cœur a déjà été brisé. Mais les mots l'ont réparé.
Alors, remercions tous ensemble ces quelques artistes. Michel Sardou, qui m'a prévenu qu'elle court la maladie d'amour. Chérif Alouna, qui m'a mise en garde parce qu'il avait les mots. Il m'a rendu accro. Mais malgré ça, tout comme Edith Piaf, je suis tombée dans ton piège. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Et puis, Vita m'a ouvert les yeux, elle a infiltré mon répondeur. Mon mec te tape une autre femme, ouais. J'ai pu prendre conscience comme Aya Nakamura que je suis tombée love d'un voyou. Ça va se finir entre nous. Enfin, merci à l'inoubliable, l'irremplaçable Weshden, qui m'a fait prendre mon courage à deux mains pour lui rendre ses caleçons sales. Les paroles nous ont aidés. Elles nous permettent de s'évader, mais aussi de s'identifier à des artistes qui ont été tout autant dévastés. Et grâce à eux, l'irremplaçable est remplacé. Je reprends goût à la vie, je ris aux éclats. Je ne me soucie plus de lui, mais de moi. Grâce à ces artistes, je revis et je me suis lassée de lui. C'est donc pour cela que ce soir, j'ai décidé de remercier l'ensemble des artistes qui m'ont permis de soigner mes maux d'amour grâce à leurs mots d'amour. Alors, n'ayez pas peur d'avoir le cœur brisé. Les mots d'amour pourront le soigner. Merci.